Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir nombreux tous les matins à regarder la matinale d'information. Votre matinale de l'information sur Canal 2 Info. Au sommaire de l'actualité ce matin, la République centrafricaine avec les résultats des législatives qui commencent à tomber sur les 40 sièges au Parlement. 40 sont déjà pourvus pour ce premier tour des législatives et Martin Ziguélé fait partie également des députés élus, tout comme le secrétaire général du Kwanakwa, le parti de François Bozizé, Bertin Béa, élu également député. Le second tour permettra certainement d'élire les autres députés du Parlement centrafricain. Nous parlons également ce matin du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire pour parler de Blaise Compaoré qui depuis quelques heures est ivoirien. Il a donc reçu la nationalité ivoirienne, certainement pour échapper à ce mandat d'arrêt international qui a été donc lancé par la justice burkinabé. On sait bien évidemment qu'il était impliqué dans l'assassinat de Thomas Sankara il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine d'années. Le Niger serait également au cœur de l'actualité ce matin avec les partis d'opposition qui rejettent les résultats de la présidentielle. Nous en parlerons tout à l'heure, tout comme ce sujet qui nous préoccupe et qui concerne le secteur de l'agroalimentaire avec cette firme américaine qui vient de rappeler dans 55 pays du continent des barres chocolatées que vous connaissez très bien, Mars, pour ceux qui aiment bien ces barres chocolatées, et Snecker. Voilà donc pour ce qui est de ces deux produits qui ont été rapidement débarrassés du marché. Nous saurons bien évidemment pourquoi ce matin. Nous parlerons également de ces bombardements de Bouaké en 2004 avec la justice qui voudrait bien évidemment savoir ce qui s'est passé avec 3 ministres français qui devraient donc répondre de leurs actes. Voilà pour ce qui est donc des grandes articulations avec un arrêt, bien évidemment au Cameroun, pour parler de cette rentrée judiciaire avec le président de la Cour suprême, Daniel Moukoko-Soné, qui parle de Mokombe Soné, qui parle bien évidemment des lenteurs judiciaires et bien d'autres lenteurs administratives, la formation des avocats qui n'est pas toujours très appropriée. Et pour en parler sur ce sujet rapidement, Lille Piedou, bonjour. Bonjour Lee Roger, bonjour Serge et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Serge, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs, merci infiniment de rester fidèles à Canal 2 Info. Alors, avec vous, Lille Piedou, nous parlons bien évidemment de cette rentrée judiciaire. La leçon inaugurale du président de la Cour suprême portait bien évidemment sur des lenteurs judiciaires, les procédures qui ne sont pas toujours respectées. Est-ce qu'on peut avoir la quintessence de cette sortie solennelle ? Exactement, Lee Roger. Il faut dire que hier, c'était une journée remarquable au Cameroun, notamment dans la ville de Yaoundé, avec l'audience d'hier, présidée par le président de la Cour suprême, Daniel Mekobe-Soné, et il marque donc l'ouverture de l'année judiciaire au Cameroun pour ce qui est de cette année 2016. On a vu les grands corps de l'État et des diplomates accrédités à Yaoundé, au centre des échanges, vous l'avez si bien dit, ces erreurs et lenteurs judiciaires observées dans le cadre de la justice au Cameroun. Il est temps donc que l'on puisse revoir les procès des criminels injustement acquittés. Il est fondamental pour la défense de nos principes, pour notre justice, pour l'état de droit et pour la victoire que les criminels soient condamnés quand la preuve de leur culpabilité apparaît. Et s'agissant bien évidemment de la lenteur observée donc dans ce domaine, c'est pratiquement un mal endémique au Cameroun. La durée excessive des procédures juridictionnelles est sans donc conteste l'un des principaux griefs adressés par les justiciables. Pour éviter donc de tels manquements au cours des échanges, cela passe notamment par la formation des avocats. On s'est rendu compte qu'au Cameroun, les avocats ne sont malheureusement pas bien formés, ce qui pourrit notamment toute la chaîne. Il faut dire que
On a également précisé, lui Roger, que le temps de la justice n'est pas le temps des médias et non le temps des individus, c'est uniquement le temps de la justice parce qu'il y a suffisamment de temps pour explorer tous les documents qu'il faut. Et tout cela, bien évidemment, passe par une réelle volonté politique, d'où la présence de tous les membres du gouvernement lors de cette année judiciaire, l'ouverture solennelle de cette année judiciaire au Cameroun. Merci, Lupiedjou. Une rentrée solennelle pour ce qui concerne évidemment la justice camerounaise. Et avec ces lenteurs, le non-respect parfois des procédures judiciaires peuvent concourir bien évidemment à ces lenteurs, Serge Bondje. C'est une belle initiative. On a eu l'occasion de vivre un peu ce type de rentrée sous l'ancien président de la Cour suprême, donc Alexis Dipanda Mwele, et qui participait à de telles opérations. Le fond de ces opérations consistait notamment à toiletter un peu la justice camerounaise, à remettre un peu au devant les problèmes qui parfois, il y a eu des acquittements et qui n'ont pas respecté l'ensemble des procédures judiciaires. Également, d'autres affaires sont restées pendantes pendant plus de 10, 15, 20 ans devant la justice camerounaise. Le président de la République, d'ailleurs, en nommant comme ministre d'État, ministre chargé donc de la justice au Cameroun, Laurent Esso, a envoyé ce qu'on appelle généralement une sorte de gladiateur pour dépoussiérer un peu les affaires judiciaires. Lorsqu'il est arrivé dans ce département ministériel, on l'a observé, il y a eu plusieurs magistrats qui ont été bougés au niveau des différents tribunaux. Ils ont été envoyés un peu plus à l'extérieur. On a toiletté plus en interne pour qu'on ait cette véritable facilitation dans le regard que l'on pourrait poser sur les affaires de la justice au Cameroun. Vous savez, il y a trop de problèmes aujourd'hui qui se posent et des différents contentieux qui opposent plusieurs personnes dans des affaires même très délicates de l'État. On voudrait voir un peu plus clair, notamment ce type d'opération, cette rentrée judiciaire vient simplement rappeler aux magistrats que parfois il faut marquer un temps d'arrêt, regarder un peu de près les problèmes qui sont posés par la justice dans notre pays, le Cameroun, et que cette justice soit véritablement rendue selon le droit et selon que ce qui est apprécié par le chef de l'État soit véritablement mis en vigueur. C'est très important. On a également, dans le cadre des affaires judiciaires, beaucoup sont restées pendantes. On a le cas, par exemple, des affaires des personnes qui sont convaincues de détournement de deniers publics et qui sont parfois pourchassées. Parfois, ils ont respecté, d'autres ont restitué le corps du délit, mais sont encore en justice. Peut-être parce qu'on attend que les personnes incriminées dans le cadre de ces différentes affaires puissent tous rembourser donc le corps du délit. Ça fait des problèmes. Également, cette rentrée judiciaire, donc l'occasion de faire le point et de remettre un peu le magistrat devant les problèmes concrets qui engagent la justice camerounaise. Alors, Lille Piedjou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais juste dire que pour aller un tout petit peu loin dans ces erreurs ou lenteurs judiciaires, vous voyez aujourd'hui, toutes nos prisons sont pratiquement surpeuplées. Cela vient du fait qu'aujourd'hui, on n'arrive véritablement pas à étudier tous les dossiers qu'il faut à temps. Et parfois, on envoie des innocents en prison pour X ou Y raison. Il est question, lors de cette rentrée, donc, d'amener les uns et les autres à pouvoir prendre du temps pour vérifier toutes les informations et, au finish, qu'on puisse avoir une justice libre et équitable au Cameroun. Alors, le ministre d'État en charge de la justice, Laurent Esso, dans l'une des sorties, faisait déjà remarquer que sur 20 000 détenus dans nos maisons d'arrêt, 70% sont encore en attente de jugement et des attentes de jugement dues à des erreurs, dues également à la non-maîtrise de ce qu'on appelle le code de procédure pénale. D'où la formation de ces avocats. D'où la formation des avocats qui sont devenus plutôt des hommes d'affaires que des hommes qui doivent dire le droit. Malheureusement. Alors, malheureusement, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit être avocat, c'est un moyen de s'enrichir, d'arnaquer la clientèle. Pourtant, il faudrait, à un certain moment précis, qu'on ait encore des hommes valeureux, des hommes qui respectent même les lois fondamentales de la République pour permettre qu'on puisse avancer. Et pour que cela marche, il faut également qu'il y ait une volonté politique, le Roger. Tant qu'il n'y a pas cette volonté politique, véritablement, on va faire des discours comme on a l'habitude de le faire, comme on a tellement entendu des discours hier lors de cette rentrée à la Cour suprême, mais finalement,
qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faudrait que dès ce matin, que les avocats qu'on retrouve dans les différentes cours d'appel, qu'on retrouve dans leur cabinet, puissent véritablement se mettre au travail pour pouvoir libérer, que ce soit nos prisons ou libérer, Serge l'a si bien dit, toutes ces personnes qui sont encore en attente de jugement, notamment ces personnes impliquées dans le détournement des fonds publics. Justement, nous pensons qu'il y a un travail qui a commencé à être fait par l'Ordre national des avocats du Cameroun, dont le bâtonnier a pris des mesures assez fortes. Maître Nié, lorsqu'il a pris les rênes donc, des avocats au Cameroun, il a frappé fort en excluant même du corps quelques avocats qui étaient convaincus du détournement également d'injustice et des faits qui leur étaient reprochés dans le cadre de quelques affaires, d'autres qui récupéraient de l'argent, mais n'aboutissaient pas, n'allaient pas suivre les procédures exactes, sans oublier ceux qui sont engagés dans des affaires qui ont trait au foncier, qui ont également trait au détournement. Donc ça fait beaucoup de faits graves qui ont été reprochés aux avocats, qui parfois ne sont plus véritablement des hommes en noir, qui portent leur robe pour défendre la justice, pour d'ailleurs être au service de justiciables camerounais, dont le bâtonnier a tenu à imprimer ses marques. Les noms sont là. Quelques avocats ont été rayés du barreau du Cameroun, en espérant que d'aucuns verront à travers cette mesure qui a été prise par l'Ordre des avocats du Cameroun fera tache d'huile et que beaucoup se remettront au travail au vu de cette rentrée judiciaire et qui se précise au Cameroun et qu'on aura l'occasion, bien entendu, de revoir de près quelles sont les missions exactes et des avocats à travers les formations qui sont attendues. Que les médias également arrêtent d'être des avocats ou bien arrêtent de porter des juges, parce qu'on a observé... Et de trancher parfois sur des affaires qui sont encore en cours, exactement, qui sont encore en instruction. Et il faut également signaler que l'État du Cameroun a perdu beaucoup d'argent à cause, n'est-ce pas, des avocats qui ne maîtrisaient pas les sujets, à cause des procédures, même certaines procédures qui ne respectaient pas les règles de l'art. On a vu par exemple dans le cadre de la douane, avec ces procès-verbaux des douaniers qui ne respectaient pas les normes et qui permettaient ainsi, n'est-ce pas, à l'État de perdre beaucoup d'argent, puisqu'on dit qu'un procès verbal de la douane doit se faire dans les 24 heures. Alors, dès lors que vous n'avez pas respecté les 24 heures, vous le faites 2 jours ou 3 jours plus tard, ça n'a plus de valeur. On va poursuivre avec cette matinale de l'information ce matin avec la République centrafricaine, avec les premiers résultats des législatives qui sortent déjà des urnes. Sur les 140 sièges des députés au Parlement centrafricain, 45 ont été déjà pourvus. Serge Bondje, Martin Ziguélé est déjà élu député, ce qui conforte nos commentaires ici hier, qu'il est pressenti pour être président de l'Assemblée nationale ou Premier ministre dans le gouvernement de Archange Faustin Touadéra. Il faut également préciser que, on l'a dit ici hier dans le cadre de cette émission, que les ténors, ceux-là même qui ont fait la vie politique en République centrafricaine, les dinosaures même de l'appareil politique là-bas, se repositionnent et se mettent ainsi au service des populations. On l'a vu à travers cette élection législative. Martin Ziguélé, c'est vrai que devenant député, c'est une autre fonction qui lui sera reconnue à travers ce vote des populations centrafricaines qui se sont donc présentées massivement aux dernières élections législatives et déroulées dans ce pays. Maintenant, son parti dans le mouvement pour la libération du peuple centrafricain, le MLPC, viendra ainsi avec ses quelques députés quand même pouvoir donner son point de vue, sa contribution, non seulement dans le cadre de la constitution même des lois donc de cette République, mais aussi essayer de reconforter l'ensemble des populations centrafricaines menacées par ces 2 années de crise difficile, mais sous la conduite quand même d'une dame pleine de sagesse, Catherine Samba Panza, qui a su mener à bien le processus. Maintenant, on n'a pas que Martin Ziguélé, on a d'autres classiques, hein, le parti de Bozizé le Kwanakwa qui affiche quand même un score pas des moindres. Ça veut dire qu'au niveau législatif, on a quand même des partis politiques qui participent de manière efficace à la vie de ce pays, qui seront désormais, à travers le Parlement centrafricain, amenés à refaire un peu ce qui n'a pas été le cas pendant plusieurs années. Réussi donc à les avoir, c'est une très belle initiative parce que là, le peuple centrafricain aura véritablement choisi à travers les urnes. On attend seulement que les projets de loi qui sortiront donc de là-bas, qui seront ainsi adoptés par l'ensemble des députés là-bas, feront bouger un peu la classe sociale et même politique de la République centrafricaine. Mais Martin Ziguélé qui revient, beaucoup pensent que ce retour en politique, notamment à l'hémicycle au sein de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, c'est pour donner une dynamique nouvelle
nouvelle, avec peut-être à la sortie, peut-être un poste de président de l'Assemblée nationale ou alors vice-président. Donc ça dépendra des enjeux et comment cela va se dérouler. Pour l'instant, on a encore l'Agence nationale des élections, on n'a que donné des résultats provisoires qui ne sont pas encore totalement confirmés. Et on espère bien que pour les uns et les autres, pour le bonheur de la République centrafricaine, que ce sont les résultats des urnes et qui seront ainsi mis à disposition du grand public centrafricain. Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour à Serge et bonjour à les spectateurs. Alors nous suivons avec une attention particulière depuis quelque temps ces élections générales en République centrafricaine et surtout ce premier tour des législatives avec les résultats que l'on connaît déjà. Quelques résultats, 45 sièges déjà sur les 140 avec des noms qui sortent déjà du lot comme Martin Ziguélé et sa formation politique, et comme Bertin Béa, secrétaire général du Konakwa, le parti de François Bozizé, des noms et des personnalités qui vont se retrouver au Parlement. C'est dire que si l'on attend les résultats définitifs du second tour, on pourra avoir un Parlement très bien coloré avec toutes les composantes sociologiques et politiques de la République centrafricaine. Peut-être une bonne augure pour une présidentielle de Touadéra bien orchestrée. Bah écoutez, on ne peut pas encore de manière assez formelle ou bien précise se prononcer sur les contours ou alors on va dire le tableau qui sera dessiné à l'issue de ces législatives. Vous l'avez dit, 45 sièges déjà sur les 140 à pouvoir sont déjà conquis dans ce premier tour. Le deuxième tour va arriver, mais ce qu'on peut faire comme première lecture, c'est que effectivement les analyses qui étaient faites en amont au sujet de la difficulté ou bien de l'équation plutôt complexe que devra résoudre le président Touadéra dans le choix de ses hommes, notamment au niveau du gouvernement, quant à celui qui devra l'accompagner, par exemple au niveau du poste de Premier ministre, et même dans la répartition des portefeuilles, il a déjà commencé ses consultations. Ces législatives-là, tout au moins les premiers résultats que nous sommes en train d'observer, confirment ces analyses parce que effectivement vous avez des personnalités ou des formations politiques qui justement en se positionnant ou bien en réussissant justement leur entrée dans le Parlement avec une certaine présence vont imposer il me semble un certain nombre de réajustements ou bien imposer une certaine orientation, n'est-ce pas, de la part du président Touadéra qui devra composer avec ces forces qui représentent maintenant, c'est, je le disais à l'instant, des véritables interlocuteurs pour la vie politique en République centrafricaine. Et vous avez donc dans cette configuration-là Martin Ziguélé qui est pressenti, certains analystes pensent, pour le poste du Premier ministre en cas de concertation aboutie, ou alors pourquoi pas à l'Assemblée nationale. Il jouit d'une certaine expérience dans la gestion des affaires de l'État. Il jouit d'une certaine reconnaissance au niveau international. On va essayer de voir ce qui sera d'Anissé Georges Dologuélé et de sa formation politique qui, elle aussi, est présente. On verra bien ce que le parti du président déchu Bozizé obtiendra aussi. Mais ce qu'on peut lire de ces premiers résultats en attendant confirmation de la Cour constitutionnelle, c'est effectivement qu'il y a comme une espèce de confirmation de la présence de certains leaders sur la scène politique, ou alors une petite reconfiguration, n'est-ce pas, de l'échiquier politique en République centrafricaine en attendant le deuxième tour, évidemment. Catherine Aimé-Boukouri, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Patrick Christian et bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous regardent encore ce matin. Alors c'est la page culturelle avec certainement deux actualités majeures. Deux actualités majeures dont la première est la sortie du collectif Don't Touch My Cameroun. On parle de 19 artistes engagés dans la lutte contre Boko Haram qui ont sorti un album initié par le bassiste Alexis Prigas. On retrouve des artistes tels que Boudor, Tizeux, Gaël Wonje. Ils étaient au restaurant Les Champs à Douala où ils ont offert une conférence de presse hier où ils ont présenté leur single à la presse qui demande à qui ils demandent un accompagnement particulier dans cette lutte contre Boko Haram. Ils ont annoncé des sorties dans les lycées et collèges pour pouvoir sensibiliser la jeunesse sur ce message de paix qu'ils diffusent au travers de leur musique. Il faut dire que leur mouvement est accompagné par le ministère de la Culture et surtout par le représentant, le délégué
de la région qui s'appelle Michel-Édouard Ndoye. Il était dès l'heure hier pour accompagner ce mouvement de sensibilisation dans la lutte contre Boko Haram au vu des récents événements du 19 février qui n'arrêtent pas d'effrayer le Cameroun. Alors on retrouve un collectif d'artistes qui veut par la musique, ils le disent, ils ne savent faire que cela, chanter, ils veulent par la musique justement passer un message de paix et sensibiliser la jeunesse contre le terrorisme. Il ne faut pas se laisser aller aux propositions de Boko Haram. 19 au total, comme vous l'avez si bien dit, des jeunes qui sont en train d'oser et qui n'ont pas attendu l'effort de guerre sur le plan national pour se lancer. Des jeunes qui devraient également être soutenus dans leur action. Alors, on va poursuivre la deuxième actualité. Eh bien, la deuxième actualité, c'est celle de la Fondation Afrique Avenir de Dumba Koumé qui cherche à restituer l'histoire du Cameroun. Elle organise du 29 au 2 mars, du 29 février au 2 mars, la conférence internationale en vue de la restitution d'une partie de la mémoire collective camerounaise. On parle de 20 interviews de patriarches d'il y a une trentaine d'années. Donc, ce sont des gens qui avaient 110 ans, qui avaient 90 ans, qui s'expriment sur la véritable histoire du Cameroun entre 1884 et 1914, dont il nous parle de l'histoire du Cameroun, et ce sera lors de cette conférence-là, que vous aurez l'occasion justement de voir de quoi il est question. La Fondation Afrique Avenir qui pense qu'il est temps qu'on connaisse un peu mieux notre histoire, qu'on ait un peu plus de détails sur notre histoire avec ces interviews révélant, on parlait de 176 interviews qui malheureusement, faute de moyens, n'ont pas pu être présentées au public, mais la Fondation Afrique Avenir a décidé de mettre à disposition du public 20 de ces interviews-là qu'elle va présenter à tous ceux-là qui cherchent à connaître l'histoire du Cameroun, les tréfonds de l'histoire racontée par ceux qui ont vécu l'histoire. Et d'après les gens de la Fondation, il faudrait à présent que le Cameroun connaisse son histoire par ces patriarches-là, par ces anciens et non par les écrits des colons, parce qu'il faut le rappeler, ce qu'on sait du Cameroun de cette époque-là est souvent retranscrit par ceux qui ont fait la colonisation. Malheureusement, on n'a pas tellement de récits de ceux-là même qui ont été présents. On nous raconte qu'ils vendaient leurs frères, qui soumettaient, qui ont signé les traités. On aura l'occasion de voir la vraie version des faits, de s'enquérir de la vraie version des faits à la Fondation Afrique Avenir. Ce sera du 29 février au 2 mars prochain. Merci Eve Kateri Boukouri pour cette page culturelle. Les colons qui ont un cancer, qui est le cancer du côlon. Martial Ebissor l'a d'ailleurs relevé dans sa dernière parution. Merci. Dans quelques instants, on va recevoir Alex Lembe pour parler bien évidemment de cette course de l'espoir, ascension du Mont Cameroun, cette ascension qui va se dérouler dans les toutes prochaines minutes du côté de Bouya. Alors, Patrick Issantobo, nous poursuivons en attendant bien évidemment qu'Alex Lembe s'installe pour parler bien évidemment du Niger et des résultats de la présidentielle déjà contestés par l'opposition. Un tout petit peu, on est habitué à ce petit jeu de ping-pong. La victoire du président Amadou Issoufou qui est mise en cause, cette victoire qui est remise en cause tout petit peu par l'opposition. Oui, écoutez, au Niger, l'élection présidentielle, malgré une campagne qui s'est déroulée sans heurts, avait déjà laissé entrevoir beaucoup de griefs que l'opposition avait posés sur la table contre justement la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de ce côté-là. La CENI se retrouve être accablée justement par l'opposition qui pense qu'elle ferait une espèce de complicité, elle serait dans une espèce de complicité avec le parti au pouvoir. Et dans cette dynamique-là, même si les résultats disponibles actuellement sont essentiellement issus d'une petite portion du pays, une toute petite frange, on ne peut pas encore, à l'état actuel, véritablement avoir une lecture globale des tendances, mais il n'en demeure pas moins que les responsables de l'opposition, réunis notamment au sein de la COPA, la coalition pour l'alternance en 2016, commencent déjà à relever ces griefs qui avaient été craints lors de l'approche avant le scrutin présidentiel. Alors, ces quatre leaders-là, qui sont dans cette coalition-là, pensent qu'il est de bon ton que les corrections soient faites dès l'amorce
pour éviter d'avoir justement des blocages. Et dans cette dynamique-là, vous avez parmi ces opposants-là Ama Amadou, qui avait fait l'objet de beaucoup de questionnements et même de beaucoup d'intérêt lors de son retour d'exil, avec bien évidemment sa mise à l'étroit. Donc ces leaders pensent que dès le premier tour même, parce que le PDNS, le parti du président au pouvoir, lui, il envisageait de toutes les façons avoir un résultat dès le premier tour. Est-ce qu'il sera possible en l'état actuel de l'avoir? Les 6 constitutions n'ont pas encore dévoilé totalement, n'est-ce pas, les résultats de ces élections-là. Mais on peut dire que ça commence déjà à monter, l'adrénaline monte en tout cas du côté du Niger. Et la campagne électorale qui s'est déroulée sans heurts, on n'a pas la certitude que les résultats vont aussi être acceptés sans heurts. Et ça commence à être inquiétant parce que dès l'entame même, n'est-ce pas, du dépouillement, on a déjà des frictions comme celle-là. Merci Patrick Christian Dobon. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette actualité en international. Alex Lébé, bonjour. Bien, bonjour Louis Roger. Alors nous parlons tout de suite, commençons d'abord par l'activité de la Fédération internationale de football association. Bientôt sont les élections. Oui, effectivement, on aura les élections au niveau de l'instance fêtière du football mondial. C'est exactement après-demain, il faut le dire. Il y a 5 candidats en liste. Parmi les 5 candidats, on se pose bien la question de savoir qui sera le président de la Fédération internationale du football association, entendue FIFA. À partir de vendredi, puisque Issa Hayatou, son intérim, s'arrête justement vendredi, ayant pris les commandes depuis le mois d'octobre dernier. En image, vous aurez tout au moins les photos, n'est-ce pas, des différents candidats. Ceux-là même qui devront remplacer soit Issa Hayatou ou encore qui devraient remplacer Issa Hayatou. Je ne sais pas s'il faut dire, c'est Blatter, je ne sais pas, lui Roger, vous allez simplement m'aider pour cette situation. En tout cas, la situation cette confusion est normale. Oui. Parce que c'est Blatter reste. Bon, c'est enfin, Blatter. Oui, bien sûr qu'il assure que l'intérim. L'intérim. En tout cas, ils sont 5 parmi les 5 candidats. Donc, vous les avez en image. Je crois qu'on va les nommer. Il y a, entre autres, le prince Ali Ben Al-Hussein, qui est d'ailleurs le favori pour, n'est-ce pas, pour tout le monde. Il y a également Gianni Infantino. Il y a Tokyo Sexval. Et puis, le cheikh Salman. Et puis, Jérôme Champagne qui, pour beaucoup, serait l'un des, je ne sais pas comment on appelle ça, tocards, n'est-ce pas, de cette élection. Donc voilà les 5 candidats qui en principe, vont aller aux urnes vendredi prochain. Donc on souhaite simplement bonne chance à tout le monde, tout en espérant que tout ira pour le mieux et que cela ne se gâtera pas avec tous les griefs que nous connaissons, tout ce qu'il y a eu à la FIFA depuis pratiquement 1 an et demi. On ne sait pas si l'un d'eux sera également poursuivi ou encore poursuivi afin que son mandat ou alors ses chances, n'est-ce pas, des urnes soient amoindries ou alors totalement anéanties. Donc nous attendons vendredi pour la suite. Alors, parlons maintenant de cyclisme avec cette grève qui paralyse la petite reine. Effectivement, c'est une grève qui paralyse la petite reine. On se pose bien la question de savoir qu'est-ce qu'il en est au sujet, n'est-ce pas, du Tour cycliste international, la 13e édition qui connaîtra donc son coup de pédale le 12, j'allais dire le 12 mars prochain, le 12 mars prochain du côté de Yaoundé, et cela va se terminer le 20. Mais il se pose une question très très sérieuse, c'est ces cyclistes qui ont signé une pétition réclamant à 3 millions de francs CFA par cycliste. C'est un argent qui proviendrait, nous allons utiliser au conditionnel ici, qui proviendrait, n'est-ce pas, des différents sponsors. Ils réclament à corps et à cri cet argent. Il y en a, avec le stage qui devait démarrer aujourd'hui à Douala, sur les 18 qui ont pris part à l'édition dernière, seuls 2 ou 3 ont rallié Douala hier à 23h. On se pose bien la question de savoir si c'est ces 3 qui vont, n'est-ce pas, participer à ce stage. Ça, on ne le sait pas. Les autres étant restés à Yaoundé, c'est là même qui ont signé la pétition. Ils ont décidé de se faire entendre et, n'est-ce pas, d'entrer en possession de ces 3 millions de francs. La Fédération camerounaise de cyclisme, en dehors des 500 000 qu'on leur donne habituellement, leur a proposé 250 000 francs en plus. Ils disent non, justement, à ces 750 000 francs. Ils insistent sur les 3 millions. Ils sont, aux dernières nouvelles, avant que nous n'entrions dans ce studio, ils étaient en train de se diriger vers les médias, certains médias, n'est-ce pas, de la capitale politique camerounaise, notamment Canada International, pour se faire entendre. Donc la suite, on connaîtra la suite de cette histoire ou de cette affaire en mi-journée ou alors à la fin de cette journée. Merci Alex Lébé, parlant présent de l'ascension du Mont Cameroun baptisé Guinness Mountain Race Hope.
Voilà, Oui. jour J-3. Jour J-3, effectivement, hein, il faut dire que les choses se préparent très bien. Hier, nous avons eu la chance de suivre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okala Bilay. Je crois qu'aujourd'hui, avec beaucoup de chance, hein, nous allons suivre, non seulement nous avons un membre très influent de la Fédération camerounaise d'athlétisme qui est là, Yves Désiré Kouala, qui va nous en dire davantage. Je ne vais pas entrer dans les détails. Il va nous présenter certainement des nouveautés, n'est-ce pas, de cette autre édition, la 21e du genre. Mais je ne sais pas si au niveau de la technique, on pourra nous faire suivre le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui hier, il y a quelques jours, affirmait, mordicus et avec Terence d'ailleurs, qu'ils étaient prêts, tout était fait prêt pour recevoir cette compétition. On va écouter Emmanuel Mutombi Mbome. Nous sommes vraiment prêts. Et avec notre partenaire majeur, Guinness-Cameroun, on a déjà tenu plusieurs réunions préparatives. Et au niveau du ministère, le nouveau ministre du Sport, son Excellence Ismaël Bidounkouat, a fait, pour moi j'appelle ça miracle, parce que les fonds alloués pour l'ascension sont déjà disponibles depuis mardi. C'est pour dire que cette année, nous avons l'espoir. Cette année, je mets un accent particulier parce que ça sera une des meilleures ascensions. Et au niveau de la Ligue régionale, tout a été fait, les hôtesses ont été recrutés, les officiels techniques locaux ont été recrutés et ce qui est vraiment nouveau, il y a l'hymne de l'ascension Mont Cameroun cette année. Donc, le 26, pendant le 26... Effectivement, parmi les nouveautés, vous avez suivi l'hymne de l'ascension qui sera chanté le 26 et non le 27, c'est-à-dire lors de l'ouverture. C'est une des nouveautés. En tout cas, pour les autres nouveautés, je laisse le soin, n'est-ce pas, à Yves Désiré Kouala depuis de pouvoir nous en dire davantage. Yves Désiré Kouala, bonjour. Bonjour, Roger. Alors, on sait que vous êtes le spécialiste des questions d'athlétisme au Cameroun. Alors, dites-nous comment se prépare déjà cette édition, les innovations. En principe, informez-nous. Je vais seulement déjà dire que la première information que j'aurais, parce que le président de la fédération a déjà donné une innovation, c'est l'exécution de l'hymne de l'ascension. Je dis l'autre innovation encore, la seconde que je citerai, ce sera le direct que fera la première chaîne de télévision privée au Cameroun, j'ai nommé Canal 2 International et Canal 2 English. Donc les deux qui feront le direct, parce qu'on a eu l'habitude de voir sur la télévision nationale exclusivement la course en direct. Mais cette année, les téléspectateurs auront la possibilité de voir sur une autre chaîne cette ascension. Donc je vais dire ça, c'est l'autre innovation. Maintenant, pour ce qui est des préparatifs, on va dire qu'on a pris de l'avance, contrairement aux années antérieures. Le ministère nous a même aidé parce qu'il faut dire que le budget a été débloqué 11 jours avant le jour J. Chose assez rare. Oui, on a eu plutôt l'habitude de recevoir, je veux dire quoi, l'appui. L'appui, on a eu l'appui généralement, comme le dit Alex, on a l'appui généralement à la veille. Donc on a eu 11 jours avant, ça doit donner le temps maximum d'anticiper sur les choses. Cette année, vous savez, on a tenu compte, après une séance d'autocritique, d'auto-évaluation de l'année dernière, on a vu des choses qu'on devrait améliorer. C'est pour ça que depuis à peu près lundi, le maillot officiel a été rendu public. Et nous avons là en image, justement. Avec le concours de la technique, on peut voir le maillot officiel qui a été présenté, que je présente, parce qu'ailleurs, il n'a pas encore été présenté. Il était encore en imprimerie. Merci pour l'exclusivité. Voilà, je l'ai récupéré ce matin pour l'amener ici, pour le présenter à vos téléspectateurs, pour leur dire qu'effectivement, Canal 2, c'est assez visible, est partenaire à la fédération et à Guinness pour l'organisation de cette compétition. Je crois que tout a été mis en œuvre pour qu'on fasse de cette fête vraiment un événement assez particulier. 21 ans après, je crois qu'on n'est plus en train d'apprendre. Non, plutôt on tend vers la maturité. Voilà. Donc je crois simplement que pour rassurer tout le monde, le rendez-vous est pris, vous l'avez déjà annoncé sur vos antennes. La grande fête commence effectivement demain jeudi et ça jusqu'à dimanche. Merci Yves Désiré Kouala, Alex Lébé, merci également. Demain, c'est en direct de Boya que vous nous aurez, ça il faut le dire, parce que la grande équipe, la toute première équipe s'en va dans quelques instants, juste après ce plateau. On se dirige vers Boya pour, n'est-ce pas, les dernières ou les premières informations. Alors Alex Lébé, vous ne partez pas, Yves Désiré Kouala peut nous quitter, mais vous restez pour nous parler, bien évidemment. Il y a quand même le sport, le football ce week-end. Oui,
Il y a le football ce week-end, mais avant ce week-end, déjà cet après-midi, il y a une rencontre qui va se jouer, Union, qui recevra la Panthère sportive du Ndé. Il faut dire que, peut-être c'est pas une information, mais c'est peut-être un buzz, hein, lui Roger. Il faut rappeler que c'est l'entrée en matière aujourd'hui de David Eto'o, le frère de l'autre, qui sera titulaire lors de cette rencontre de cet après-midi au stade de la Réunification. Et puis, il s'est posé un problème. Moi, je mets toujours ça dans le cadre des buzz. C'est le numéro qu'il devrait, le dossard qu'il devrait avoir. C'est étrangement le dossard que son frère aîné portait lorsqu'il était en J Makashkala, le 4,99. Donc, c'est le même dossard que David Eto'o aura donc cet après-midi. Hein. Curiosité, beaucoup iront au stade découvrir justement le talent, s'il y en a, n'est-ce pas, de ce jeune frère de Samuel Eto'o fils. Merci Alex Lévé. Dans quelques instants, c'est la revue de presse cybernétique avec Junior Ossin. Bonjour Junior. Bonjour Louis Roger, bonjour chers téléspectateurs de Canal 2 Info. Très rapidement, on va commencer par RFI.fr qui s'intéresse à l'Érythrée et parle d'un risque de famine dans ce pays. Selon le site, une forte sécheresse frappe toute l'Afrique de l'Est ainsi que l'Afrique australe, conséquence immédiate du phénomène climatique nommé El Niño. Et le site nous apprend qu'en novembre, l'ONU a classé l'Érythrée comme pays à risque. Et RFI.fr s'interroge sur la situation alimentaire dans ce pays. Parlons de Africain.info qui ce matin nous parle de santé, bien évidemment. Il se penche sur la maladie Ebola. Selon le site, l'infirmière britannique Pauline Kafeki, contaminée depuis très longtemps et puis déclarée guérie du virus Ebola, a été hospitalisée et placée en isolement pour la 3e fois, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. Jeune Afrique.com ce matin, mesdames et messieurs, nous parle de mode et fait un arrêt sur la plus vieille robe au monde. Le site nous apprend que cette robe est égyptienne et date de plus de 5000 ans. Et on peut apprendre aussi que cette robe s'appelle Tartan et a été découverte dans un tombeau égyptien. Le Monde.fr ce matin, dans son compte rendu de ce jour, nous parle d'une ONG tunisienne de défense des droits des homosexuels qui a été jugée légale en Tunisie. Le site nous informe que la justice tunisienne a statué hier mardi en faveur de cette dernière, rappelant que cette association s'appelle Shams. Pour terminer ce matin, Louis Roger, nous terminons avec Afrique.com qui nous parle d'un nouveau séisme de magnitude de 5,4 degrés sur l'échelle de Richter qui s'est fait ressentir au large de la côte du nord du Maroc. Selon le site, la secousse s'est produite exactement à 3h46 minutes. Le site nous rappelle ce matin que le Maroc est souvent secoué par des séismes et que le 25 janvier dernier, un tremblement de magnitude de 6,3 s'était produit au large des côtes marocaines. Merci Junior Ossin pour cette page consacrée à la revue de presse cybernétique. Alors je voudrais que nous marquions un petit temps d'arrêt pour parler de cette famille, notamment pour moi, en Érythrée. Alors, Louis Roger, il faut dire qu'il est très difficile de dire si oui ou non. Dans ce pays, on peut parler d'un risque de famine, mais justement, selon le programme alimentaire mondial, le grenier de blé de ce pays se situe à entre 50 et 70% en dessous de la normale, ce qui est d'ailleurs très très inquiétant. Et justement, on se rappelle de ce rapport de l'ONU en novembre qui nous a fait comprendre que 1,5 million justement des habitants de ce pays sont justement font face à l'insécurité alimentaire et que donc fait partie 15 000 enfants qui sont en malnutrition, c'est du sur très inquiétant. Mais autre chose encore, c'est un journaliste de ce pays qui nous fait comprendre que quelque part ça se fait pas encore ressentir dans le pays, mais quand même les autorités sont en alerte, ils sont quand même inquiets. Donc pour l'instant, on attend de voir. C'est une question que le site s'est posée. On espère que ça va pas aller plus loin. Merci Junior Ossin. On va parler bien évidemment de l'alimentation avec ces produits qui ont été donc retirés du marché dans 55 pays par une firme américaine. Il s'agit donc de ces friandises que vous aimez très bien, Catherine aimait beaucoup rire. Ces barres chocolatées Mars et Skin Sneakers, voilà, qui sont les deux produits qui ont été donc retirés sur le marché. Là, on a découvert des débris de plastique dans l'une des barres et cela a directement suscité le retrait
Alors, comment expliquez-vous cette réaction de cette firme américaine? Bon, j'estime que la réaction de la firme américaine vient un peu tard parce que, pour ma part, je pense qu'ils savaient bien avant ce que contenaient les barres chocolatées. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un scandale du genre arrive dans la firme agroalimentaire où on retrouve des éléments qui ne sont pas censés se retrouver là, dans de la nourriture. On se souvient, il y a quelques années, 2 ans, si je ne me trompe pas, c'était dans la viande d'un commerçant français d'agroalimentaire qu'on a retrouvé du cheval à la place de viande de bœuf, comme c'était dit. Alors, pour ma part, je pense qu'à la base, déjà, ces producteurs de produits savent ce qui se trouve à l'intérieur des aliments qu'ils nous vendent. Et maintenant, peut-être après des contrôles, ils se rendent compte qu'ils vont être épinglés par la justice et retirent leurs produits du marché. Quand vous parlez de Mars et de Snickers, ce sont les marques références dans le domaine des barres chocolatées. Tout le monde a déjà mangé des Mars et des Snickers. Alors, quand vous venez maintenant annoncer à une population qui a peut-être consommé sur 5 ou 6 ans des Snickers, on pense à nos enfants, à nos neveux, à qui on offre souvent ces barres chocolatées et qu'on se rend compte qu'il y a du plastique à l'intérieur. Du coup, il y a une petite psychose autour de tout ce qu'on consomme parce qu'on se dit si les entreprises Mars et Snickers arrivent à trouver des déchets, on trouve des déchets comme cela dans leurs produits, peut-être les autres produits, peut-être qu'il y en a aussi dans les M&M's et peut-être qu'il y a dans tous les produits qu'on consomme. Alors, on commence de plus en plus à avoir peur des aliments qu'on retrouve dans nos supermarchés et qu'on propose à nos enfants. Merci Eve Catherine Voukouré pour ce petit commentaire. Ça sera bien évidemment de ces produits. Alors, Junior Osei, vous êtes arrivé de croquer en plein temps dans ces barres chocolatées, Snack au Mars? Ah ouais, justement, j'ai parfois eu l'habitude de manger, mais aujourd'hui, une information est tombée. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse très attention. Dieu merci qu'ils ont pris la peine d'annoncer cela, même si c'est trop tard. Mais voilà, c'est quand même... Et l'autre peur, justement, c'est que nous, dans les pays africains, on a tendance à récupérer ce genre de produits qui sont sortis du marché pour les revendre à moindre prix. Parce qu'on parle quand même de barres chocolatées qui coûtent 400 francs pour la moindre qui est Mars. Donc, on va peut-être se retrouver avec des tonnes de chocolat Mars que des gens vont nous rapporter de l'étranger et que certaines personnes vont prendre pour faire des commerces et vendre à 100 francs, à 50 francs et que nos enfants vont se retrouver à consommer. J'espère justement que les autorités vont s'assurer que ces produits-là qui sont rejetés à l'étranger aussi ne passent pas notre frontière et qu'on ne se retrouve pas avec un gros commerce où des gens essaient de se faire de l'argent sur ce qu'ils ont tout simplement ramassé dans les poubelles. Merci monsieur et mesdames d'être venus ce matin. C'est terminé pour cette matinale de l'information. Nos programmes se poursuivent. Restez branchés.